L'horloge murale sonne à 7 heures du matin, mais j'étais éveillée depuis longtemps. De ma fenêtre, Belle-Rive s'éveillait doucement, une légère neige de décembre recouvrant les rues. J'étais assise dans le vieux fauteuil que Bernard avait acheté dans les années 80 et je fixais la photo sur la cheminée. Mon mari et moi, et le petit Luc au lac clair. Luc avait 8 ans à l'époque, il y a 39 ans, et il souriait si ouvertement, si sincèrement, regardant son père avec adoration. Où et quand avais-je perdu ce sourire? Je m'appelle Monique Dubois. J'ai 72 ans et depuis 5 ans, je vis seule dans la maison où Bernard et moi avons vécu pendant 46 ans. Après sa mort d'une crise cardiaque, c'était comme si notre maison s'était vidée. Non seulement à cause de l'absence de mon mari, mais parce que mon fils et ma belle-fille ont commencé à se faire de plus en plus rares. J'ai reposé la photographie et je suis allée dans la cuisine pour préparer du thé. Les vieilles lattes du plancher grinçaient sous mes pieds, me rappelant combien d'histoires ces murs renfermaient. Bernard avait toujours dit qu'une maison, comme un mariage, exigeait une attention constante. Il y a toujours quelque chose à réparer, à retoucher, à peindre, à moderniser. Depuis sa mort, j'ai appris beaucoup de choses. Remplacer les joints des robinets, réparer les interrupteurs, et même utiliser une perceuse. Luc avait proposé son aide une seule fois, il y a 3 ans, mais il n'est jamais venu, prétextant une urgence. J'ai préparé mon thé et je me suis assise à la table de la cuisine. Noël était dans 10 jours, ce qui signifiait que je devais décider quoi faire. L'année dernière, j'avais envoyé à mon fils et à ma belle-fille des pulls en cachemire coûteux. Une carte de remerciement était arrivée 3 semaines plus tard, écrite de la main d'Hélène. Pas de celle de Luc. Cette année, je voulais changer les choses. Tu attends trop de lui, m'avait dit Edith, ma meilleure amie, lorsque nous nous étions vus au café des amis jeudi dernier. Certains enfants ne savent tout simplement pas être reconnaissants. Edith savait de quoi elle parlait. Sa fille avait déménagé en Australie il y a 10 ans et n'appelait qu'à Noël. Il ne s'agit pas de gratitude, avais-je répondu. Je veux juste comprendre ce que j'ai fait de mal. J'ai pris une gorgée de mon thé et j'ai grimacé en le sentant refroidir. La maison était silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge me rappelait que le temps passait. 5 ans depuis la mort de Bernard. 5 Noëls seuls. Quand Bernard était en vie, Noël était toujours un moment spécial. Nous nous réunissions en famille, mon mari et moi, Luc, Hélène, et leurs enfants, Amélie et Noé, qui ont maintenant 15 et 13 ans. Bernard avait le don de créer une ambiance de fête, cuisinant une dinde selon une recette de famille, passant de vieux disques de Noël et racontant à ses petits-enfants des histoires de son enfance. Après sa mort, cette tradition a été abandonnée. J'ai passé ce premier Noël dans un état de deuil profond. Luc a appelé le matin, disant qu'ils allaient chez les parents d'Hélène, mais qu'ils passeraient certainement me voir dans quelques jours. Ils ne sont pas venus. Le deuxième Noël, ils l'ont passé dans une station de ski, un cadeau de l'entreprise de Luc pour un contrat de construction réussi. Le troisième Noël, ils m'ont invité chez eux, mais Hélène a passé toute la soirée au téléphone à discuter d'une vente avec une amie. Les enfants étaient sur leur tablette, et Luc était clairement agacé par ma présence. L'année dernière, j'ai décidé de ne pas m'imposer et j'ai envoyé les cadeaux par la poste. Cette année, je voulais changer les choses. J'en avais assez d'être invisible, une ombre, un fardeau. J'en avais assez de prétendre que tout allait bien quand Luc annulait nos rendez-vous à la dernière minute ou oubliait de me rappeler. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Le numéro d'Edith. Monique, je t'appelle pour savoir comment avancent tes plans pour Noël, dit-elle après les salutations. Je vais faire une dernière tentative, ai-je répondu en regardant la neige tomber par la fenêtre. Je veux acheter à Luc cette montre dont il parlait quand Bernard était encore en vie. Une montre. Edith semblait surprise. La Patek Philippe. Oui, celle-là. Bernard a toujours dit que c'était un investissement, pas seulement un achat. Qu'elle pourrait être transmise de génération en génération. Mais elle coûte une fortune, s'exclama Edith. 90 000 €, répondis-je calmement. J'ai cet argent, Edith. Bernard a bien pris soin de moi et j'ai toujours été économe. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Demanda finalement Edith. Un cadeau aussi cher pourrait ressembler à une tentative d'acheter son attention. Je soupirai. C'était peut-être ça. Une tentative d'acheter quelque chose qui devrait être donné volontairement. L'amour et l'attention d'un fils unique. Je veux juste que nous soyons une famille, dis-je. Une vraie famille, pas cette relation tendue. J'ai 72 ans, Edith. Combien de temps me reste-t-il?
10 ans. 15. Je ne veux pas les passer seuls. Après avoir parlé à Edith, je suis restée longtemps à fixer le téléphone. Puis, avec résolution, j'ai composé le numéro de la bijouterie de luxe du centre-ville de Bellerive. Je connaissais le propriétaire, Ernest Laurent, depuis 40 ans, depuis que Bernard Mie avait acheté ma bague de fiançailles. Madame Dubois. Ernest m'a accueilli lorsque je suis entrée dans le magasin le lendemain. C'est un plaisir de vous voir. Votre commande est arrivée ce matin. Il a sorti un élégant coffret du coffre-fort et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une montre, une Patek Philippe Calatrava avec un cadran blanc et un boîtier en or rose. C'était exactement le genre de montre dont Luc avait rêvé. Elle est magnifique, ai-je murmuré, en regardant la montre qui coûtait autant qu'une petite maison à Bellerive. Ce n'est pas seulement une montre, Madame Dubois, dit fièrement Ernest. C'est une œuvre d'art qui deviendra un héritage familial. Un héritage familial. Ces mots résonnaient en moi. Bernard avait toujours rêvé d'avoir des objets qui se transmettraient de génération en génération. Il avait lui-même grandi dans une famille pauvre où chaque euro comptait et où rien ne se transmettait, sauf les dettes. Lorsque notre entreprise, un petit cabinet comptable, a commencé à générer un revenu stable, Bernard disait « Monique, nous ne créons pas seulement une fortune, nous créons un héritage. » J'ai payé la montre et j'ai pris le coffret avec précaution. Ernest l'avait enveloppé dans un élégant papier cadeau avec un ruban doré. « Vous faites un cadeau généreux, » dit-il en me raccompagnant à la porte. « J'espère que le destinataire l'appréciera. » Je l'espérais aussi. À la maison, j'ai posé le coffret sur la table et je l'ai longuement regardé. À côté, j'ai placé la carte de Noël que j'avais achetée à l'avance. J'ai réécrit le texte plusieurs fois avant de me décider pour ces mots simples. « Cher Luc, ce cadeau n'est pas seulement une montre, mais un souvenir de ton père qui a toujours voulu que tu aies un héritage familial. Avec tout mon amour, maman. » Ce soir-là, j'ai appelé Luc. « Maman. » Sa voix semblait surprise. J'appelais rarement en premier, de peur d'être intrusive. Quelque chose ne va pas. Non, rien ne va, ai-je répondu. Je voulais juste savoir ce que vous faisiez pour Noël. Oh, ça, balbutia-t-il. Nous n'avons pas encore décidé. Hélène veut organiser un dîner pour ses collègues, mais rien n'est sûr. Je pensais peut-être passer un petit moment, apporter des cadeaux pour les enfants, pour toi et Hélène. Nouvelle pause. Je ne sais pas, maman. Nous sommes tous très occupés avec le travail avant les fêtes. Laisse-moi te rappeler la semaine prochaine. D'accord ? Il n'a pas rappelé. Ni la semaine suivante. Ni 10 jours plus tard, alors que Noël n'était plus qu'à 3 jours. J'aurais pu appeler moi-même, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être la fierté. Peut-être la peur d'un autre rejet. Le 23 décembre, j'ai décidé d'agir. J'ai appelé Edith et lui ai dit que demain, la veille de Noël, j'irai chez mon fils avec des cadeaux. « Tu es sûre ?» me demanda-t-elle. Il n'a pas rappelé. Je suis sa mère, Edith. Je ne devrais pas avoir à attendre une invitation pour voir mon propre fils la veille de Noël. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. J'ai rêvé de Bernard, jeune comme lorsque nous nous sommes rencontrés. Il me regardait tristement et disait quelque chose, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Le matin, je me suis levée tôt, j'ai fait des biscuits d'après une recette que Luc aimait quand il était enfant, j'ai emballé les cadeaux pour les petits-enfants et Hélène. J'ai mis le cadeau principal, la montre pour Luc, en dernier dans le sac, avec précaution, comme un espoir fragile. Par la fenêtre, la neige tombait, transformant Bellerive en une carte de Noël. Je l'ai regardée en pensant qu'aujourd'hui pourrait tout changer. Aujourd'hui, nous pourrions redevenir une famille. Quand j'ai quitté la maison, le thermomètre sur le porche indiquait -10. J'ai mis un manteau chaud, une écharpe et des gants que j'avais tricotés l'hiver dernier. J'ai mis tous les cadeaux dans le coffre de ma vieille Volvo et je me suis mise au volant. Tout ira bien, me suis-je dit en regardant la maison où j'avais vécu la plus grande partie de ma vie. Tout allait changer aujourd'hui. Je ne savais pas alors à quel point j'avais raison. Les choses allaient en effet changer, mais pas du tout comme je l'avais espéré. La route vers la maison de Luc m'était douloureusement familière. Chaque virage, chaque feu de signalisation me rappelait des voyages passés. En conduisant, mes pensées sont revenues aux événements des derniers mois, aux signes avant-coureurs que j'avais obstinément ignorés. Tout a commencé en avril, lorsque j'ai invité Luc, Hélène et les enfants pour le dîner de Pâques. Bernard avait toujours dressé une table spéciale pour Pâques, et je voulais maintenir la tradition. J'ai passé 3 jours à préparer,
j'ai cuit un jambon à l'ananas comme Luc l'aimait enfant, j'ai fait un gâteau aux carottes d'après la recette de ma mère, et j'ai même préparé de la citronnade maison que les petits-enfants adoraient. Ils sont arrivés avec 2 heures de retard. Quand ils sont enfin apparus, Hélène avait l'air agacée, et Luc évitait mon regard. « Désolé, maman, » dit-il en enlevant son manteau. « On a eu des imprévus. » « Quels imprévus un dimanche ?» ai-je demandé en serrant dans mes bras Amélie et Noé, qui ont répondu mollement à mon étreinte. « Des trucs de boulot, me coupa Luc. Tout le monde n'a pas le luxe de ne pas travailler. » Ce commentaire m'a touché. Comme si moi, qui avais travaillé comme comptable pendant 35 ans et aidé Bernard avec l'entreprise pendant 10 ans après sa retraite, ne savais pas ce qu'était le travail. J'étais juste inquiète, ai-je répondu doucement. La nourriture est froide, mais je peux la réchauffer. Pas la peine, dit Hélène en s'asseyant à table. Nous avons grignoté en chemin. Les enfants avaient faim. J'ai regardé le jambon intact, les salades et les tartes sur lesquelles j'avais travaillé pendant 3 jours, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais j'ai souri et j'ai proposé au moins un dessert. Je suis au régime, a dit Hélène. Je ne peux pas manger de sucreries, l'a soutenu Luc. Le médecin a dit de surveiller le sucre. Quand ils sont partis, à peine 1 heure après leur arrivée, je suis restée sur le seuil de la porte et je les ai regardés monter dans leur nouveau SUV noir. Luc ne s'est même pas retourné. Je n'ai pas jeté la nourriture. Je n'ai pas pu m'y résoudre. Pendant 3 jours, j'ai mangé les restes du dîner de Pâques, sentant l'amertume grandir à chaque bouchée. En juin, c'était l'anniversaire d'Amélie, ma petite fille. 15 ans, c'est une date importante. Je lui ai acheté un bracelet en argent avec un pendentif en forme de cœur qui contenait une petite photo de toute notre famille prise quand Bernard était encore en vie. La fête avait lieu dans un country club. J'ai senti que quelque chose n'allait pas dès mon arrivée. Les invités, des adolescents et leurs parents, étaient habillés comme s'ils assistaient à un défilé de mode. Des femmes en robe de créateur, des hommes en costume qui devaient coûter aussi cher que ma retraite mensuelle. J'avais l'air de venir d'une autre époque dans mon tailleur bleu acheté quand Bernard était encore en vie. « Mamie » a dit Amélie alors que je lui tendais le cadeau. Elle ne m'a même pas serré dans ses bras. « Merci d'être venue. » Elle a pris la boîte avec le bracelet et l'a mise de côté sans l'ouvrir. Puis elle a couru vers ses amis, me laissant seule au milieu de la salle. « Je suis contente que tu aies pu venir, Monique. » Hélène s'est approchée de moi avec une coupe de champagne. Elle portait une robe rouge moulante et des chaussures qui coûtaient, j'en suis sûre, le prix d'une bonne voiture d'occasion. Nous n'étions pas sûrs que tu serais à l'aise dans un environnement aussi animé. Je voulais féliciter ma petite fille, ai-je répondu, en essayant de cacher mon ressentiment. On n'a 15 ans qu'une seule fois dans sa vie. Bien sûr. Hélène a souri, mais ses yeux sont restés froids. Je suis sûre qu'elle apprécie ton attention. Laisse-moi te montrer ta table. Ma table était dans le coin le plus éloigné de la salle, derrière une colonne qui cachait à peine la partie principale de la pièce. 2 femmes plus âgées que je ne connaissais pas y étaient déjà assises. Voici Madame Blanchard, la grand-mère de Trisha, et Madame Perrier, la grand-mère de Jadon, les a présentées Hélène. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à vous dire. Elle est partie, me laissant avec 2 inconnus. Nous avons échangé quelques phrases sur le temps et la santé, puis nous nous sommes tus. Le serveur nous a apporté des assiettes d'une entrée avant-gardiste que j'ai à peine pu identifier. C'est toujours comme ça, a soupiré Madame Blanchard en picorant le contenu de son assiette avec sa fourchette. Ils nous mettent à la table des grands-mères et nous oublient. Ma petite fille ne m'a pas vue depuis 6 mois, a ajouté Madame Perrier. Et aujourd'hui, elle n'est même pas venue me dire bonjour. J'ai regardé de l'autre côté de la piste de danse où Luc et Hélène riaient, entourés d'autres parents, et je me suis sentie comme un fantôme, invisible. Quand la partie officielle a commencé et que Luc a porté un toast à sa fille, il ne m'a pas mentionné, ni Bernard. C'était comme si Amélie était sortie de nulle part plutôt que de faire partie d'une famille avec une histoire et des traditions. Je suis partie avant la fin de la fête. À la maison, j'ai sorti mon album photo et j'ai regardé. Les photos de la petite Amélie assise sur mes genoux, de nous faisant des biscuits ensemble, d'elle apprenant à faire du vélo avec Bernard qui tenait la selle. Où tout cela avait-il disparu? Mais le signal le plus alarmant a sonné en septembre, lorsque j'ai invité Luc à déjeuner pour discuter de questions financières. À la mort de Bernard, la plupart de nos économies m'étaient revenues, mais il y avait aussi la part qu'il avait laissée à son fils. De plus, il restait la maison, la voiture et quelques investissements. Luc est venu seul, sans Hélène.
J'ai préparé son rôti et sa tarte aux pommes préférée. Il n'était pas en retard cette fois. Comment vont les affaires? Ai-je demandé lorsque nous nous sommes assis à table. Ça va, a haussé les épaules Luc. La concurrence est rude, mais on tient le coup. Bernard a toujours été fier que tu aies suivi ta propre voie, ai-je dit, me souvenant comment mon mari avait soutenu la décision de son fils de créer une entreprise de construction au lieu de rejoindre le cabinet comptable familial. Oui, papa a toujours été un soutien, a acquiescé Luc, me regardant dans les yeux pour la première fois de la soirée, contrairement à d'autres. Je me suis figée, ma fourchette à la main. Que veux-tu dire? Rien, maman. Il a détourné le regard. Mangeons. Après le déjeuner, j'ai sorti le dossier avec les documents que j'avais préparés. Je voulais te parler de l'héritage, ai-je commencé. J'ai 72 ans maintenant, et je dois être préparée à tout. Maman, a dit Luc avec un sourire forcé, ne parlons pas de ces choses-là. Tu nous survivras tous. Je l'espère bien, ai-je souri. Les parents ne devraient pas enterrer leurs enfants. Mais ce n'est pas la question. Je veux que tu saches comment les actifs sont répartis et ce qui te reviendra à ma mort. Je lui ai montré les documents, le testament qui le désignait comme héritier principal, les titres de propriété de la maison, les relevés de compte. Luc les a parcourus avec un intérêt croissant. C'est impressionnant, dit-il enfin. Je ne savais pas que toi et papa aviez autant d'économies. Nous avons toujours été économes, ai-je dit, et nous avons investi judicieusement. Bernard voulait que toi et tes enfants soyez à l'abri du besoin. Luc a continué à étudier les papiers, et j'ai remarqué le changement sur son visage. Ses yeux brillaient. Il s'est même léché les lèvres. C'était comme s'il regardait des lingots d'or au lieu de chiffres sur du papier. Et ses actions, a-t-il dit en montrant un des documents, sont-elles toujours dans votre portefeuille? Oui, bien sûr. Bernard les considérait comme un investissement à long terme. Tu sais, maman, Luc a mis les papiers de côté et m'a regardé avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Tu devrais venir nous voir plus souvent. Les enfants s'ennuient de toi. Ce changement soudain d'attitude m'a rendue méfiante. Il avait à peine accepté ce déjeuner ce matin, et maintenant, soudainement, il disait, les enfants s'ennuient de toi. Les mêmes enfants qui m'avaient à peine regardé à sa fête d'anniversaire. Vraiment? Ai-je demandé, sans cacher ma surprise. J'adorerais, mais j'ai peur d'être intrusive. Vous avez votre propre vie. C'est ridicule, a dit Luc. Tu fais partie de la famille, et la famille est censée rester unie. Après cette conversation, Luc a commencé à appeler plus souvent. Il s'enquérait de ma santé, me demandait si j'avais besoin d'aide pour la maison. Il a même proposé de venir réparer le Porsche, qui en avait bien besoin. Je me suis réjouie de ce changement, mais quelque chose en moi restait sur ses gardes. Edith, à qui j'en avais parlé, n'a fait que secouer la tête. Je déteste te le dire, Monique, mais est-ce que ça s'est produit juste après qu'il a appris pour l'argent? Oui, mais peut-être qu'il a juste réalisé que la vie était courte et a décidé de se racheter. Peut-être, a convenu Edith, mais il y avait du doute dans sa voix. En octobre, Luc m'a invité à un dîner de famille. Je suis arrivée avec une tarte et des cadeaux pour les petits-enfants, des livres que je savais qu'ils aimaient. Hélène m'a accueillie avec un étrange sourire. C'est gentil de ta part de venir, Monique, dit-elle en prenant la tarte. Mais tu n'aurais pas dû te donner cette peine. Nous avons déjà un dessert. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère étrange. Luc était inhabituellement attentif, me servant constamment et me demandant mon avis sur toutes sortes de choses. Hélène, en revanche, dissimulait à peine son irritation. Les enfants étaient polis, mais distants, comme s'ils parlaient à une parente éloignée plutôt qu'à leur grand-mère. Après le dîner, quand les enfants sont allés dans leur chambre et qu'Hélène est allée à la cuisine, Luc s'est approché de moi sur le canapé. « Maman, je voulais te demander conseil », a-t-il commencé. J'ai l'occasion de développer mon entreprise, de remporter un gros contrat pour construire un lotissement de villas, mais cela nécessiterait un investissement. Des investissements? Ai-je demandé. Oui, un capital de départ, a expliqué Luc. La banque accorde un prêt, mais il faut un apport de 200 000 €. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue, même si je savais où il voulait en venir. Je pensais que tu pourrais peut-être aider, m'a regardé Luc avec espoir. C'est un excellent investissement. Il sera rentabilisé en quelques années, et c'est pour la famille, pour l'avenir d'Amélie et de Noé. Voilà ce que c'était.
C'est pourquoi il était soudainement si attentif. Non pas parce que sa mère lui manquait, mais parce qu'il avait besoin de mon argent. Je dois y réfléchir, ai-je dit, sentant mes entrailles se nouer. C'est beaucoup d'argent. Bien sûr, réfléchit Y, m'a tapoté le bras Luc, mais pas trop longtemps. L'offre est limitée dans le temps. En partant, il m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des mois et a dit « Je sais que tu me soutiendras, maman. Tu l'as toujours fait. » À la maison, je n'ai pas pu dormir. Je me suis retournée dans mon lit, me souvenant du regard de Luc quand il parlait de l'argent et du regard froid d'Hélène. Le lendemain, j'ai appelé Thibaut Perrin, l'ami et avocat de longue date de Bernard et moi. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, un espace petit mais confortable dans un vieil immeuble du centre-ville de Bellerive. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Monique ?» a demandé Thibaut alors que nous nous asseyions dans les fauteuils près de son bureau. Je lui ai parlé de la demande de Luc et de mes doutes. 200 000 €, c'est beaucoup d'argent, a dit Thibaut en ajustant ses lunettes. Es-tu sûr que le projet existe vraiment? Que veux-tu dire? Je connais ton fils depuis longtemps, Monique, a soupiré Thibaut. Et malheureusement, je suis au courant de quelques-unes de ces entreprises commerciales ratées dont tu n'es peut-être pas au courant. Il m'a raconté que Luc avait déjà été au bord de la faillite à 2 reprises. Que la seule raison pour laquelle son entreprise se maintenait à flot était grâce aux relations d'Hélène dans le secteur de la construction. Qu'ils avaient beaucoup de dettes. Pourquoi Bernard ne m'a-t-il rien dit, ai-je demandé, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Il voulait te protéger, a dit doucement Thibaut, et il espérait que Luc pourrait s'en sortir seul. Je suis sortie du bureau de Thibaut le cœur lourd. Tout s'est mis en place, l'attention soudaine de Luc, l'atmosphère tendue dans leur maison et les allusions d'Hélène sur le fait que je ne devrais pas venir trop souvent. Il ne voulait pas de moi. Il ne voulait pas de ma compagnie. Il ne voulait pas de mon amour. Il voulait mon argent. Pendant 2 semaines, j'ai évité les appels de Luc, prétextant que je n'allais pas bien. Finalement, début novembre, il est venu lui-même pour la première fois depuis de nombreux mois. « Maman, j'étais inquiet, » dit-il en entrant dans la maison. « Tu ne réponds pas au téléphone. »« Je suis juste fatigué, » ai-je répondu. « Ma santé n'est plus ce qu'elle était à mon âge. » Nous nous sommes assis dans la cuisine à boire du thé. Luc regardait la maison comme s'il en évaluait la valeur. « As-tu décidé pour l'investissement ?» a-t-il finalement demandé. J'ai parlé à Thibaut, ai-je dit sans détour. Il m'a parlé de la situation de ton entreprise. Le visage de Luc a changé. Le masque du fils attentionné est tombé, et j'ai vu des yeux froids et calculateurs. Thibaut ne comprend rien au secteur de la construction, a-t-il dit sèchement. Oui, nous avons eu des difficultés, mais ce contrat va tout changer. Je ne peux pas te donner cet argent, Luc, ai-je dit fermement. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Sa voix est devenue dure. Tu as cet argent. J'ai vu les relevés. Tu ne veux tout simplement pas aider ton propre fils. Ce n'est pas la question, ai-je commencé, mais il m'a interrompu. Alors, c'est quoi? Pourquoi économises-tu? Tu as 72 ans, maman. Combien de temps te reste-t-il? 5 ans. 10. J'ai une famille, des enfants, un avenir. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai regardé mon fils et je ne l'ai pas reconnu. Où était le garçon qui m'apportait des fleurs du pré voisin? Qui pleurait quand il se cassait le genou et que seuls mes bras pouvaient le réconforter? Je t'aiderai, mais pas comme ça, ai-je dit en essayant de rester calme. Nous pouvons discuter d'autres options avec Thibaut. Peut-être un prêt à faible taux d'intérêt. Un prêt? A ricané amèrement Luc. De ma propre mère? J'ai demandé de l'aide, et tu me proposes un prêt? Il s'est levé, repoussant sa chaise avec un bruit sec. Tu sais quoi? Oublie ça. Je me débrouillerai seul, comme toujours. Luc, s'il te plaît, je me suis levé aussi. Parlons calmement. Il n'y a rien à dire. Il s'est dirigé vers la porte. Tu as clairement montré que tu te fiches de moi et de ma famille. Il est parti en claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Je me suis laissé retomber sur ma chaise, sentant quelque chose se briser définitivement en moi. Après cette conversation, Luc a cessé d'appeler. Novembre s'est passé en silence. J'ai envoyé des cartes de vœux à mes petits-enfants pour la Toussaint, mais je n'ai reçu aucune réponse. Début décembre, j'ai appelé Hélène, dans l'espoir au moins de savoir comment allaient les enfants. Elle a répondu sèchement, disant que tout le monde était occupé à préparer les fêtes et a rapidement mis fin à l'appel.
Et maintenant, en regardant la route menant à la maison de mon fils, je ne pouvais pas échapper à la pensée que tous les signes avaient été sous mes yeux depuis le début. J'avais simplement refusé de les voir. Edith avait raison. Certains enfants ne savent tout simplement pas être reconnaissants. Et certains parents refusent de voir la vérité pendant trop longtemps, s'accrochant à l'illusion du bonheur familial. Mais en cette veille de Noël, j'avais encore de l'espoir. J'espérais qu'un cadeau coûteux ouvrirait le cœur de mon fils, que la montre dont il rêvait depuis des années deviendrait un symbole de réconciliation. J'étais prête à pardonner et à oublier, à tout recommencer. Après tout, que me restait-il d'autre que la famille? Je ne savais pas alors à quel point je me trompais profondément. La neige s'est intensifiée alors que je m'approchais de la maison de Luc, un bâtiment moderne de 2 étages dans un quartier chic de Bellerive. Trop grande, à mon avis, pour une famille de 4 personnes, avec des colonnes à l'entrée et d'immenses fenêtres. Bernard disait toujours qu'une vraie maison est un endroit où l'on se sent bien, pas quelque chose qui impressionne les voisins. Mais Luc avait apparemment un avis différent. J'ai garé ma vieille Volvo entre le SUV neuf d'Hélène et une voiture de sport que je n'avais jamais vue. Peut-être qu'ils avaient de la visite. Cette pensée m'a mise mal à l'aise. Je n'avais pas prévu de m'incruster dans une fête de famille. Les mains tremblantes de froid et d'excitation, j'ai sorti les sacs de cadeaux du coffre. Le cadeau le plus important, la montre pour Luc, était dans mon sac à main. Je ne voulais pas qu'elle gèle. En m'approchant de la porte d'entrée, j'ai remarqué à quel point la maison était joliment décorée. Des guirlandes enroulées autour de la rampe du porche et des lumières scintillantes aux fenêtres. Je me suis souvenu comment Bernard et moi décorions notre maison quand Luc était petit. Il insistait toujours pour avoir un renne lumineux sur le toit. Bernard grognait chaque année en grimpant sur le toit glissant, mais il honorait toujours le souhait de son fils. Des voix étouffées et de la musique provenaient de la maison. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné. Personne n'a ouvert. J'ai sonné de nouveau, plus longtemps, et j'ai entendu la voix irritée de Luc. « J'arrive, j'arrive !» La porte s'est ouverte brusquement, et j'ai vu mon fils dans un pull de Noël avec un verre de ce qui ressemblait à du whisky à la main. Son visage s'est figé de surprise, puis s'est tordu en une grimace que je n'ai pas pu déchiffrer, entre l'agacement et la panique. « Maman !» Il m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Joyeux Noël, Luc !» J'ai essayé de sourire, bien que je commençais à me sentir un peu anxieuse. « J'ai apporté des cadeaux pour toi et les enfants. » Luc a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, puis m'a regardé à nouveau. Il ne m'a pas invité à entrer. Il n'a pas pris les paquets de mes mains. Il est resté sur le seuil, bloquant l'entrée. « Ce n'est pas le bon moment, maman, » a-t-il finalement dit. « Nous avons de la visite. » Oh ! J'ai senti le rouge me monter au visage. Je vais juste laisser les cadeaux et partir. « Luc, qui est là ?» Une voix de femme est venue de l'intérieur de la maison. Hélène est apparue derrière son mari, élégante dans une robe vert foncé. Elle s'est figée en me voyant, et son visage a également changé, mais pas de surprise, plutôt d'agacement. « Monique », dit-elle sur le ton que l'on emploie pour annoncer une mauvaise surprise. « Nous ne t'attendions pas. »« Je sais », ai-je dit, sentant les flocons de neige fondre sur mon visage. Je voulais juste laisser des cadeaux pour la famille. « Qui est-ce, Hélène ?» a retenti une autre voix de femme, et une femme élégante dans la soixantaine, vêtue d'un tailleur cher et parfaitement coiffée, s'est approchée de la porte. « Oh, bonsoir. »« Maman, voici. » a commencé Luc, clairement embarrassé. « Je suis Monique Dubois », me suis-je présentée, me sentant de plus en plus mal à l'aise. La mère de Luc. « Oh !» La femme m'a jeté un regard évaluateur. « Enchantée. Je suis Vivienne Lacroix, la mère d'Hélène. » Voilà donc ce qu'il en était. Il fêtait Noël avec les parents d'Hélène, sans moi. « Je m'excuse pour l'intrusion », ai-je dit, en essayant de garder ma dignité. Je ne savais pas que c'était une fête de famille. « Maman, pourquoi ne viendrais-tu pas demain ?» a suggéré Luc, sans toujours essayer de m'inviter à entrer, alors qu'il faisait -12 dehors et que je commençais à frissonner. « Nous allons au ski demain », a dit Hélène, et il y avait de la jubilation dans sa voix. Peut-être après le nouvel an. Je voulais juste déposer les cadeaux, ai-je répété, en tendant les sacs. Et celui-ci est spécialement pour toi, Luc. J'ai sorti du sac le coffret de la montre, emballé dans du papier doré avec un ruban rouge, et je le lui ai tendu. Luc n'a même pas essayé de prendre les cadeaux de mes mains.
Il m'a juste regardé avec une irritation croissante. « Pourquoi es-tu là ?» a-t-il demandé brusquement. « Tu n'es pas la bienvenue. » Je me suis figée, les bras tendus, tenant toujours les cadeaux. Les mots de mon fils m'ont frappé comme une gifle. « Luc !» ai-je commencé, mais ma gorge s'est nouée. « Luc, les voisins !» a sifflé Hélène en regardant autour d'elle. « Je me fiche des voisins !» a-t-il répliqué, mais en baissant la voix. « J'en ai marre qu'elle s'immisce constamment dans nos vies, mais qu'elle refuse d'aider quand j'en ai vraiment besoin. » Je suis restée dans le froid, tremblante, non pas tant à cause du froid que du choc. Mon fils, mon unique enfant, me chassait de son seuil la veille de Noël. Je voulais juste. Ai-je essayé de nouveau? Nous savons ce que tu voulais, a interrompu Hélène. Montrer quelle mère généreuse et attentionnée tu es. Mais si tu te souciais vraiment de Luc, tu l'aurais aidé avec son entreprise au lieu de dépenser de l'argent pour des cadeaux insignifiants. Ces cadeaux ne sont pas insignifiants, ai-je dit en désignant la boîte de la montre. Ceci est. Peu importe ce que c'est, a dit Luc. Nous n'avons pas besoin de ton aumône. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a claqué la porte au nez. Je suis restée sur le porche, tenant toujours les cadeaux, abasourdie et humiliée. Le vent glacial me glaçait jusqu'aux os, la neige tombant sur mes épaules et sur les paquets dans mes mains. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. J'avais été chassée comme une invitée indésirable, comme une mendiante. Moi, sa mère. Avec difficulté, comme dans un rêve, j'ai descendu les marches du porche et je me suis dirigée vers la voiture. Mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à ouvrir la portière et à poser les cadeaux sur le siège passager. La boîte de la montre, une montre à 90 000 €, est tombée sur le sol de la voiture, mais je n'ai même pas essayé de la ramasser. Je me suis assise au volant sans démarrer le moteur, regardant simplement la maison où vivaient mon fils et sa famille. Une lumière chaude se déversait des fenêtres. Des rires résonnaient à l'intérieur. Ils continuaient à faire la fête comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas juste mis une femme de 72 ans dehors dans le froid. Leur mère et grand-mère. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise comme ça, stupéfaite et gelée. Finalement, j'ai démarré le moteur et j'ai mis le chauffage. Je devais partir. Mais où? À la maison? Dans une maison vide où personne ne m'attendait? Je me suis souvenu des mots de Thibaut Perrin, l'ami et avocat de longue date de Bernard. Tu peux toujours compter sur moi, Monique. Peut-être qu'en ce moment, j'avais besoin d'un ami qui écouterait et comprendrait. J'ai quitté l'allée, et je me suis dirigée vers la maison de Thibaut. La décision qui mûrissait en moi depuis longtemps était maintenant finalisée. Assez. Plus d'humiliation. Plus d'espoir. Plus d'essais pour acheter un amour qui n'existait pas. Thibaut vivait dans une petite mais belle demeure dans une rue calme. Il y avait de la lumière aux fenêtres, et quand j'ai sonné, la porte s'est ouverte presque immédiatement. Monique. Thibaut m'a regardé avec surprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée de m'incruster, ai-je dit en essayant de retenir mes larmes. Je peux entrer. Bien sûr, bien sûr. Il s'est reculé pour me laisser entrer. J'allais justement dîner. Veux-tu te joindre à moi? Son salon était chaleureux et confortable. Le sapin de Noël dans le coin scintillait modestement, et 2 bougies ainsi qu'une bouteille de vin étaient sur la table. Tu attends des invités? Ai-je demandé en remarquant les 2 verres. Non, a-t-il souri, embarrassé. Juste une vieille habitude. Je mets toujours de couverts, même si je vis seule depuis 10 ans, depuis la mort d'Éléonore. Je savais que sa femme était décédée d'un cancer. Lui et Bernard en avaient souvent parlé, de la difficulté de perdre un être cher. Je les comprenais tous les deux que trop bien. Maintenant, dis-moi, a dit Thibaut alors que nous nous asseyions à table et qu'il me versait du vin. Que s'est-il passé? Et je lui ai tout raconté. La montre. La visite chez Luc, la façon dont il m'avait laissé dans le froid, ses paroles cruelles. Je suis désolée, Monique, a dit Thibaut quand j'ai eu fini. Ses yeux derrière les lunettes étaient pleins de sympathie. Mais je ne suis pas surpris, je l'avoue. Luc a toujours été un homme compliqué. Pas toujours, ai-je objecté. Autrefois, il n'était qu'un garçon qui aimait ses parents. Les gens changent, a soupiré Thibaut. Parfois pas pour le mieux. Nous sommes restés assis en silence, sirotant notre vin. La neige tombait dehors, recouvrant le monde d'un linceul blanc. Noël, un temps de miracles et de réunions de famille. C'est ironique. Je veux changer mon testament, ai-je dit soudainement.
Thibaut m'a regardé avec surprise. En es-tu sûr? C'est une grande décision, surtout dans un moment aussi émouvant. Je n'ai jamais été aussi sûre, ai-je répondu fermement. Je ne veux pas que Luc reçoive quoi que ce soit de mes biens. Pas un centime. Et les petits-enfants? Je me suis interrogée. Amélie et Noé n'étaient que des enfants. Ils n'étaient pas responsables des actions de leurs parents, mais je savais aussi que si je leur laissais un héritage, Luc et Hélène trouveraient un moyen d'en prendre le contrôle. Je vais créer un fonds fiduciaire pour leur éducation, ai-je décidé. De l'argent qui ne pourra être utilisé que pour les frais de scolarité. Mais la majeure partie, je veux la laisser à une œuvre de charité. Thibaut a hoché la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Monique, je dois m'assurer que tu prends cette décision en toute lucidité. Demain, quand tes émotions se seront calmées, tu pourrais le regretter. Non, j'ai secoué la tête. Je ne le regretterai pas. Aujourd'hui, j'ai vu le vrai visage de mon fils. Il m'a laissé dans le froid avec un cadeau de 90 000 € dans les mains. Il m'a crié. Pourquoi es-tu venu? Tu n'es pas la bienvenue et m'a claqué la porte au nez. J'ai regardé Thibaut droit dans les yeux. Je ne veux pas qu'il obtienne après ma mort ce qu'il convoitait de mon vivant. Thibaut m'a regardé en silence, puis a hoché la tête. Bien. Nous pouvons nous voir à mon bureau demain matin. Je préparerai les documents. Merci. Je me suis sentie soudainement soulagée, comme si le poids que je portais depuis des années commençait enfin à se lever. Nous avons fini de dîner et Thibaut m'a proposé de rester. Chez lui. Le temps s'était dégradé et les routes étaient dangereuses. Mais j'ai refusé. J'avais besoin de rentrer chez moi, entre mes murs, pour digérer ce qui s'était passé. Quand je suis arrivée à la maison, la neige avait presque cessé. La lune est apparue derrière les nuages, illuminant ma vieille maison de 2 étages d'une lumière argentée. Elle avait l'air solitaire et pourtant majestueuse, comme moi. En entrant dans la maison, la première chose que j'ai faite a été d'allumer les lumières dans toutes les pièces. Pas d'obscurité, pas d'apitoiement sur mon sort. J'ai sorti le coffret de la montre de mon sac et l'ai ouvert avec précaution. La montre était intacte. Elle tic-taquait doucement, égrenant les secondes de ma nouvelle vie. Je l'ai posée sur la cheminée, à côté d'une photo de Bernard. Il me regardait depuis la photo, et j'ai senti qu'il approuvait ma décision. Tu as toujours dit qu'une montre était un investissement dans l'avenir, ai-je dit à voix haute. Qu'elle pouvait être transmise de génération en génération. Mais apparemment, dans notre cas, les générations se sont arrêtées à Luc. J'ai enlevé mon manteau, j'ai allumé la bouilloire et j'ai sorti mon téléphone. Il était temps d'appeler Edith pour lui raconter ce qui s'était passé. Ensuite, j'appellerai une organisation caritative à laquelle je pensais depuis longtemps, une qui aidait les personnes âgées sans soutien familial. Je savais combien c'était important, combien de femmes et d'hommes comme moi passaient les fêtes seuls, abandonnés par leurs enfants. Le téléphone a sonné avant que je puisse composer le numéro d'Edith. Le nom de Luc est apparu sur l'écran. J'ai fixé le téléphone, ne sachant que faire. Une partie de moi, l'ancienne partie habituée à pardonner et à oublier, voulait répondre. Mais l'autre partie, celle qui était née ce soir sur le porche enneigé de la maison de mon fils, savait que cet appel n'était pas motivé par le remords. C'était pour en savoir plus sur la montre, sur sa valeur. Il appelait maintenant, non pas parce qu'il regrettait ses paroles, mais parce qu'il réalisait combien d'argent il venait de rejeter. J'ai mis le téléphone en sourdine et je l'ai posé face contre table. Demain, je rencontrerai Thibaut et je changerai mon testament. Et ensuite, je commencerai une nouvelle vie, sans illusion, mais aussi sans le poids des espoirs déçus. La bouilloire a sifflé, remplissant la cuisine de vapeur chaude. J'ai préparé du thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la cour enneigée. Au loin, j'entendais des cloches sonner. L'église Saint-Michel célébrait Noël. Je ne ressentais aucune joie festive, mais un calme étrange m'a envahi. J'avais survécu au pire et j'avais enduré. Le téléphone a de nouveau sonné, mais je n'ai pas regardé l'écran. Quelles que soient ces paroles maintenant, elles ne pouvaient pas changer ce qui s'était passé. On ne peut pas reprendre des paroles cruelles. On ne peut pas effacer le moment où votre fils unique vous crie « Pourquoi es-tu venu? Tu n'es pas la bienvenue. » et vous claque la porte au nez. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir complètement. Et je savais que cette blessure resterait avec moi pour le reste de mes jours. Mais je savais aussi que je la surmonterais. J'ai survécu à la mort de Bernard. J'ai survécu aux années d'éloignement progressif de mon fils. Je survivrai à ça aussi.
Le téléphone s'est tu, puis il a sonné encore et encore et encore. Luc était persistant, je lui accorde ça. Mais j'étais déterminée. Demain, j'irai voir Thibaut et je changerai tout. Il saura qu'il a perdu non seulement sa mère, mais aussi l'héritage sur lequel il comptait. J'ai éteint mon téléphone et je suis allée me coucher. Demain serait un nouveau jour, le premier jour de ma nouvelle vie. Le matin de Noël m'a accueilli avec le silence et la lumière vive du soleil se reflétant sur la neige. Je me suis réveillée tôt, comme toujours, mais pour la première fois depuis des années, je ne ressentais ni l'excitation joyeuse ni l'amertume de la solitude. Il y avait un vide étrange en moi, comme si les événements de la veille avaient balayé toutes les émotions, ne laissant que la détermination. Je me suis douchée, habillée avec soin. Le tailleur bleu marine que Bernard avait toujours trouvé élégant, les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour notre 30e anniversaire de mariage. Aujourd'hui, je n'étais pas une mère affligée. J'étais une femme d'affaires se rendant à une réunion importante. Avant de partir, j'ai vérifié le téléphone portable que j'avais éteint la nuit dernière. 26 appels manqués de Luc et 5 textos. Je n'ai pas pris la peine de les écouter ou de les lire. À quoi bon? Maintenant, je voyais le vrai visage de mon fils. Un homme avide et égoïste qui ne valorisait que ce que je pouvais lui donner. Dehors, le temps était glacial mais ensoleillé. Bellerive ressemblait à une carte de Noël. Des toits enneigés, des enfants jouant aux boules de neige dans les cours, des guirlandes sur les arbres. Normalement, un tel spectacle m'aurait rempli de chaleur, mais aujourd'hui, je regardais cette splendeur de Noël avec détachement, comme si j'assistais à une scène de film. Le bureau de Thibaut se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville. Il était généralement fermé le matin de Noël, mais Thibaut avait fait une exception pour moi. Quand je suis entrée, il m'attendait déjà, ses lunettes sur le nez, avec une tasse de café et une pile de papier sur son bureau. « Joyeux Noël, Monique », dit-il en venant à ma rencontre. « As-tu bien dormi ?»« Assez bien », ai-je répondu en enlevant mon manteau. « Merci d'avoir accepté de me voir aujourd'hui. Je suis toujours là pour toi et Bernard, tu le sais. » Il a souri, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Es-tu sûr de vouloir faire ça? Changer un testament est une étape importante. » « Je suis absolument sûre, » ai-je hoché la tête en m'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « J'y ai pensé toute la nuit. Ce n'est pas une décision émotionnelle, Thibaut. C'est le résultat d'années d'observation et de la révélation d'hier. » Thibaut a soupiré et a ajusté ses lunettes, un geste que je connaissais depuis des années. Il faisait toujours ça quand il se préparait à dire quelque chose d'important. « Monique, j'ai connu Luc toute sa vie. J'étais à son baptême. Je me souviens de ses premiers pas, et je vois ce qu'il est devenu. Thibaut s'est tu un instant. Mais tu dois réaliser que c'est irréversible. Si tu changes ton testament, il n'y a pas de retour en arrière. Je comprends, ai-je dit fermement. Et je suis prête. Thibaut a hoché la tête et m'a glissé le dossier. J'ai préparé tous les documents nécessaires. Le principal changement est l'exclusion de Luc en tant qu'héritier. Tu parlais du fonds fiduciaire pour les petits-enfants. Oui, ai-je confirmé. Je veux qu'Amélie et Noé reçoivent de l'argent pour leur éducation, mais uniquement pour l'éducation, afin que Luc et Hélène ne puissent pas mettre la main dessus. Cela peut être arrangé, a acquiescé Thibaut. Et la majeure partie de l'héritage. Je me suis interrogée. Hier, j'avais parlé d'œuvres de charité, mais aujourd'hui, à la lumière du jour, je voulais quelque chose de plus concret. Je pensais créer un fonds pour aider les personnes âgées, ai-je finalement dit. Celles qui n'ont pas de soutien familial, pour les médicaments, les réparations de la maison, l'aide juridique. Pourrais-tu m'aider à l'organiser? Thibaut a souri, et cette fois, il y avait de l'approbation dans son sourire. Ce serait un plaisir. C'est un objectif louable, Monique. Bernard serait fier. Nous avons passé 2 heures à discuter des détails du Nouveau Testament. Thibaut m'a expliqué toutes les subtilités juridiques, et j'ai écouté attentivement, posant des questions. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent sur les comptes en banque, mais aussi de la maison, de la voiture, des titres et des biens personnels. Tout ce que Bernard et moi avions accumulé au cours de notre longue vie commune. Et la montre? A demandé Thibaut alors que nous avions presque terminé. La Patek Philippe. Je me suis souvenu l'avoir délicatement placée sur la cheminée hier. Elle restera à moi pour le reste de ma vie, ai-je dit. Ensuite, qu'on la vende et que l'argent soit ajouté au fond. Thibaut a hoché la tête et a pris une note dans les papiers. Bien. Alors tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à signer.
Il m'a tendu un stylo et je l'ai pris, sentant le poids du moment. Avec cette signature, je rompais définitivement le dernier lien avec mon fils. C'était douloureux, mais nécessaire. J'ai signé tous les documents d'une main ferme, sans hésitation. Thibaut et sa secrétaire, qu'il avait spécialement convoquée à son bureau, ont agi en tant que témoins. C'est fait, a dit Thibaut lorsque la dernière signature a été apposée. C'est maintenant officiel. Merci. Je me sentais étrangement soulagée, comme si je m'étais débarrassée d'un lourd fardeau que je portais depuis des années. Luc sera-t-il au courant? A demandé Thibaut en me raccompagnant à la porte. Pas par moi, j'ai secoué la tête. Mais tu connais Bellerive. Les murs ont des oreilles. C'est vrai, a soupiré Thibaut. Eh bien, s'il vient me voir, je lui dirai que j'ai agi selon tes instructions. Il le fera, ai-je dit avec confiance. Dès qu'il le saura. Et j'avais raison. Avant même d'arriver à la maison, le téléphone a de nouveau sonné. Le nom de Luc est apparu sur l'écran. Je n'ai pas répondu. À la maison, j'ai allumé la cheminée, préparé du thé et je me suis assise dans le fauteuil de Bernard avec un livre, mais je ne pouvais pas me concentrer sur la lecture. Les souvenirs tourbillonnaient dans ma tête. Luc enfant me faisant une carte d'anniversaire. Luc adolescent se disputant avec son père au sujet de l'université. Luc conduisant Hélène à l'hôtel. Luc tenant la nouvelle-née Amélie dans ses bras. Quand avait-il changé? Ou avait-il toujours été comme ça et je ne voulais tout simplement pas le voir? Le téléphone sonnait toutes les 15 à 20 minutes. Après la 10e sonnerie, j'ai coupé le son, mais je pouvais toujours voir l'écran s'allumer. À midi, il y avait 23 appels manqués. À 13 heures, on a sonné à la porte. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé prudemment. C'était Luc, debout sur le porche. Son visage était rouge, soit de gel, soit de colère, et il tenait un bonnet froissé dans ses mains. Je n'ai pas ouvert la porte. Il a sonné encore quelques fois, puis il a commencé à frapper à la porte. « Maman !» a-t-il crié. « Je sais que tu es à la maison. Ouvre !» Je suis restée assise dans le fauteuil, immobile, comme si je pouvais devenir invisible. 20 minutes plus tard, il est parti, mais il est revenu peu de temps après. Hélène était avec lui cette fois. Ils appelaient et frappaient tous les deux. Hélène criait quelque chose sur un comportement inacceptable et de l'ingratitude. Je les ai observés à travers une fente dans les rideaux et je n'ai ressenti que de la lassitude. Comme leur ton avait changé rapidement. Hier, j'étais une invitée indésirable laissée à geler sur leur seuil. Et aujourd'hui, ils exigeaient mon attention. À 15 heures, ils sont finalement partis, mais les appels ont continué. Le téléphone clignotait comme des lumières de Noël. 35, 40, 45 appels manqués. À 16 heures, Edith a appelé. « Monique, tu vas bien ?» demanda-t-elle avec excitation. « Luc m'a appelé pour me demander si tu étais chez moi. »« Je suis à la maison, » ai-je répondu. « Je ne veux tout simplement pas lui parler. »« Il a dit qu'il y avait eu une sorte de malentendu, » a poursuivi Edith. « Que vous vous étiez disputé hier soir et qu'il voulait s'excuser. »« Un malentendu. » J'ai souri amèrement. Il m'a laissé dehors dans le froid avec des cadeaux dans les mains, a crié que je n'étais pas la bienvenue et m'a claqué la porte au nez. Et c'est ce qu'il appelle un malentendu? Edith est restée silencieuse un moment. Il dit qu'il a appris pour la montre, a-t-elle finalement dit. Sur sa valeur. Il dit qu'il n'avait pas réalisé. Bien sûr qu'il n'avait pas réalisé, ai-je interrompu. Il n'a même pas voulu regarder le cadeau. Il m'a juste renvoyé comme une mendiante. Il a vraiment essayé de te contacter, a dit Edith. Peut-être que tu devrais l'écouter. Il n'essaie pas de me contacter parce qu'il regrette ce qu'il a dit, ai-je dit fermement. C'est parce qu'il a découvert que j'ai changé mon testament. Tu as fait quoi? S'est exclamé Edith. Quand? Ce matin, ai-je répondu. J'ai rencontré Thibaut. Et Luc le sait déjà. Edith semblait surprise. Comment? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que Thibaut l'a dit à quelqu'un qui l'a dit à quelqu'un d'autre. Tu sais à quelle vitesse les nouvelles voyagent à Bellerive. Edith a soupiré. Eh bien, cela expliquerait sa panique. Il m'a appelé 3 fois dans la dernière heure. Et que lui as-tu dit? Que je ne t'avais ni vu ni parlé, a répondu Edith. Je n'allais pas lui mentir, Monique, mais je ne veux pas non plus m'immiscer dans votre relation. Merci, ai-je dit sincèrement.
Tu es une véritable amie. Après avoir parlé à Edith, j'ai décidé de vérifier mes emails. Il y avait 5 messages de Luc, tous marqués comme urgents. Je n'ai pas pris la peine de les ouvrir. À la place, j'ai écrit un email au directeur d'un refuge pour animaux local que j'avais rencontré lors d'une collecte de fonds il y a quelques années. J'ai demandé s'ils avaient besoin de bénévoles. J'ai soudainement eu envie de faire quelque chose d'utile, quelque chose qui donnerait un sens à ma vie au-delà d'essayer sans fin de gagner l'amour de mon fils ingrat. À 17 heures, le nombre d'appels manqués de Luc avait atteint 60. J'ai commencé à préparer le dîner juste pour occuper mes mains et me distraire du téléphone clignotant. J'ai fait cuire un blanc de poulet aux herbes, du riz et une salade de légumes. J'ai mis la table avec une belle nappe, j'ai sorti de la belle vaisselle. Aujourd'hui, je dînais non pas comme une vieille femme seule, mais comme une femme qui s'estime et qui estime sa vie. À 18 heures, on a de nouveau sonné à la porte. Cette fois, ce n'était pas Luc, mais Thibaut. Je suis désolé de m'incruster, dit-il quand j'ai ouvert la porte. Mais j'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'un peu de soutien. Entre. Je me suis reculée pour le laisser entrer. J'allais justement dîner. Veux-tu te joindre à moi? Nous nous sommes assis à table, mangeant du poulet rôti et parlant de toutes sortes de choses. Le nouveau livre que nous avions tous les deux lu récemment. Les projets de la mairie pour réaménager le parc central. Le voyage que Thibaut avait prévu pour le printemps. Luc est venu me voir aujourd'hui, a dit Thibaut alors. Que nous passions au dessert, la tarte aux pommes que j'avais faite hier pour la famille de mon fils. Que voulait-il, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Savoir si c'était vrai, que tu avais changé ton testament. Thibaut a siroté son thé. J'ai confirmé que j'avais agi selon tes instructions. Comment a-t-il réagi? Au début, il ne m'a pas cru. Puis il s'est mis en colère, a crié que tu ne pouvais pas faire ça, qu'il était ton fils unique, que c'était injuste. Thibaut a plissé le nez. Ensuite, il a menacé de poursuivre en justice, a dit quelque chose sur l'incapacité et la pression de ma part. Il t'a accusé de m'avoir manipulé? J'ai senti la colère monter en moi. Quelque chose comme ça, a acquiescé Thibaut. Mais ne t'inquiète pas, Monique. Tous les documents sont en ordre. Il y a des témoins. Ta capacité est indiscutable. Il ne peut rien faire. C'est ironique, j'ai souri amèrement. Hier, il m'a chassé de sa maison et aujourd'hui, il essaie de prouver que je suis folle parce que je l'ai déshérité. L'argent change les gens, a soupiré Thibaut. Ou plutôt, il montre leur vrai visage. Après le dîner, Thibaut est parti, mais il m'a proposé de l'appeler à tout moment si j'avais besoin d'aide. Je l'ai remercié pour son soutien et j'ai fermé la porte, me sentant étrangement calme. C'était comme si la tempête qui faisait rage en moi depuis des années s'était enfin calmée. Le téléphone continuait de sonner. 65, 70, 75 appels manqués. J'ai allumé la radio pour ne pas entendre les vibrations. Des airs de Noël s'échappaient du haut-parleur. Douce nuit, vive le vent, laissez neiger. Des chansons qui me remplissaient habituellement de chaleur et de nostalgie, mais qui sonnaient maintenant comme la bande sonore de la vie de quelqu'un d'autre. À 21 heures, le téléphone a de nouveau sonné. 77 appels manqués de Luc. J'ai fixé l'écran clignotant et j'ai pensé à combien de fois au fil des ans j'avais appelé mon fils moi-même, espérant entendre sa voix, l'inviter à dîner, lui demander des nouvelles de ses petits-enfants. Combien de fois il n'avait pas répondu ou m'avait juste donné une réponse brève. Maintenant, il ne pouvait s'empêcher de m'appeler toutes les 15 minutes. La curiosité l'a emporté et j'ai décidé d'écouter au moins un de ses messages. J'ai choisi le dernier, laissé il y a 10 minutes. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. La voix de Luc semblait à la fois en colère et désespérée. C'est complètement fou. On peut en discuter comme des adultes. Je réalise que j'ai eu tort hier, mais tu as eu tort aussi. Débarquer à l'improviste quand nous avions des invités. Ce n'est pas une raison pour briser une famille. Thibaut dit que tu as changé ton testament. C'est vrai. Tu ne peux pas me faire ça. À ton fils unique. Rappelle-moi immédiatement. Pas un mot d'excuse. Aucune reconnaissance de culpabilité. Juste des accusations et des exigences. J'ai supprimé le message sans écouter le reste. C'était clair comme le jour. Luc ne se souciait pas de mon état d'esprit, pas de notre relation, mais seulement de l'argent qu'il s'attendait à recevoir après ma mort. Je me suis assise dans le salon,
regardant la montre Patek Philippe sur la cheminée. 90 000 €. Une somme qui pourrait changer la vie de nombreuses personnes. Une somme que j'avais dépensée dans l'espoir d'acheter l'amour de mon fils. Quelle naïve j'étais. Le téléphone a de nouveau sonné, mais je n'ai pas regardé l'écran. À la place, j'ai sorti l'album photo et j'ai commencé à tourner les pages, regardant les clichés de notre famille, le jeune Bernard et moi, le petit Luc, nos voyages et nos vacances ensemble, des moments heureux qui semblaient maintenant des instantanés de la vie de quelqu'un d'autre. Sur l'une des dernières pages, j'ai trouvé une photo dont je ne me souvenais pas. Bernard dans le jardin, en train de tailler des roses. Il regardait l'appareil photo avec un léger sourire, des rayons de soleil dansant dans ses yeux. Je ne me souvenais pas quand j'avais pris cette photo, mais elle dégageait un tel calme, une telle confiance. « Que aurais-tu fait à ma place, Bernard ?» ai-je demandé à voix haute, en regardant la photo. Et j'ai presque pu entendre sa réponse. « La même chose que toi, Monique. J'aurais protégé ma dignité. » J'ai fermé l'album et je l'ai remis sur l'étagère. Puis je suis allée vers le téléphone, qui a recommencé à sonner, et je l'ai éteint complètement. C'en était assez. Plus d'appels, plus de textos, plus d'essais pour me joindre. Luc avait fait son choix hier, quand il m'a laissé dehors dans le froid. J'ai fait le mien aujourd'hui, quand j'ai changé mon testament. Maintenant, nous devons tous les deux vivre avec les conséquences de nos décisions. Je suis montée dans la chambre que j'avais autrefois partagée avec Bernard. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles, je me suis brossé les cheveux, j'ai enfilé ma chemise de nuit. Les rituels du soir habituels qui semblaient spéciaux ce soir, les premiers pas dans ma nouvelle vie. Avant de me coucher, je suis allée à la fenêtre et j'ai écarté le rideau. Il neigeait à nouveau dehors, recouvrant le monde d'une couverture blanche, cachant les traces de la veille. Demain serait un nouveau matin, propre et frais comme cette neige. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si je reverrais un jour mes petits-enfants, si je me réconcilierais un jour avec mon fils. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais maîtresse de ma vie. Que je prenais des décisions non pas par peur de la solitude ou par espoir désespéré d'amour, mais par respect pour moi-même et pour mes valeurs. 77 appels manqués. 77 tentatives de Luc pour me contacter, non pas par inquiétude ou remords, mais par peur de perdre de l'argent. C'était douloureux à réaliser, mais libérateur en même temps. Maintenant, je savais exactement qui était mon fils et je pouvais cesser de me leurrer, de cesser d'espérer quelque chose qui n'arriverait jamais. Je me suis allongée dans mon lit et j'ai fermé les yeux. Demain serait un nouveau jour. Et je l'accueillerais en femme qui avait enfin trouvé la liberté des illusions et la force de défendre sa dignité. Janvier a toujours été un mois morose à Bellerive. Après les décorations et les guirlandes de Noël, la ville semblait grise et désolée. Mais pour moi, ce mois de janvier a été le début d'une nouvelle vie. Après l'incident de Noël et les 77 appels désespérés de Luc qui ont suivi, j'ai décidé d'agir de manière décisive et définitive. Pas de demi-mesure, pas d'hésitation. J'avais 72 ans. Et je n'allais pas passer le reste de ma vie à essayer frénétiquement de gagner l'amour d'un homme qui ne me voyait que comme une source d'argent. Le 1er janvier, j'ai rencontré Thibaut dans son bureau pour discuter de la suite des événements. Luc continue d'appeler, a-t-il demandé alors que nous nous asseyions à la table avec des tasses de thé chaud. Tous les jours, ai-je hoché la tête. 5 ou 6 fois. Je ne réponds pas, mais il laisse des messages. Que dit-il? La même chose, ai-je soupiré. Que je ne peux pas lui faire ça. Qu'il est mon fils unique. Que ce n'est pas juste. Pas un mot d'excuse sincère pour la façon dont il m'a traité à Noël. Thibaut a tapoté pensivement ses doigts sur la table. Il est venu me voir hier, a-t-il finalement dit. Il m'a demandé s'il pouvait contester le changement de testament. Et que? Lui as-tu dit? La vérité, a haussé les épaules Thibaut. Que tu étais légalement conforme, que tu avais l'Esprit Saint, et qu'il n'avait aucun motif pour le contester. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme. Il y a un mois, cette conversation m'aurait brisé le cœur. Mais maintenant, je la voyais comme une formalité nécessaire, la touche finale au tableau de ma relation brisée avec mon fils. Je veux lui envoyer une lettre officielle, ai-je dit en regardant Thibaut dans les yeux. Par votre intermédiaire, en tant qu'avocat, une lettre expliquant ma décision de manière claire et concise, et lui demandant de ne plus me déranger. En es-tu sûre, Monique? Thibaut m'a regardé attentivement. C'est très définitif. C'est exactement pour ça que je veux le faire, ai-je dit fermement. J'ai besoin de certitude. J'ai besoin de clore ce chapitre de ma vie pour pouvoir en commencer un nouveau.
Thibaut a hoché la tête, sortant un bloc-notes et un stylo. D'accord, que veux-tu dire exactement? Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, rassemblant mes pensées. J'avais dit ces mots d'innombrables fois dans ma tête au cours des derniers jours, mais maintenant qu'il était temps de les formaliser, je voulais être précise. Je veux qu'il sache que ma décision de changer le testament est définitive et sans appel, ai-je commencé. Que je ne le déteste pas, mais que je ne peux pas continuer une relation basée uniquement sur l'intérêt financier de sa part. Que je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, tout le bien, mais qu'à partir de maintenant, nos chemins se séparent. Thibaut prenait des notes, hochant la tête de temps en temps. Veux-tu mentionner l'incident de Noël? J'ai hésité. Une partie de moi voulait exprimer la douleur et le ressentiment, lui dire à quel point c'était froid et humiliant pour moi d'être sur le seuil de sa porte avec des cadeaux dans les mains, d'entendre les paroles cruelles de mon fils. Mais l'autre partie de moi a réalisé que cela ne ferait que donner à Luc des excuses et des explications. Non, ai-je décidé, n'entrons pas dans les détails. Disons simplement que son comportement au fil des ans, et surtout ces derniers temps, a montré la vraie nature de notre relation, et je ne veux plus en faire partie. D'accord, a continué à écrire Thibaut. Et les petits-enfants? C'était une question douloureuse. Amélie et Noé n'étaient pas responsables des actions de leurs parents, mais je doutais que Luc et Hélène me laisseraient les voir après tout ce qui s'était passé. Écrit que le fonds fiduciaire pour l'éducation est toujours en vigueur pour eux, ai-je dit après une pause, et que je serais heureuse de les voir s'ils voulaient me voir quand ils seront plus âgés. Nous avons passé une autre heure à revoir le texte de la lettre, choisissant chaque mot avec soin. Je voulais qu'elle soit claire, mais pas cruelle, ferme, mais pas vindicative. Quand Thibaut a lu la version finale, j'ai hoché la tête. Oui, c'est ça. Quand peux-tu l'envoyer? Je la ferai livrer aujourd'hui, a répondu Thibaut. En personne. Merci. J'ai senti un calme étrange grandir en moi. Tu sais, je pensais que je me sentirais terriblement mal de rompre avec mon fils unique, mais maintenant j'ai l'impression de faire enfin ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui apportent le plus de soulagement, a dit Thibaut. Que comptes-tu faire maintenant, Monique? J'ai souri sincèrement et librement pour la première fois depuis des jours. Vivre, Thibaut. Juste vivre pour moi-même, pas pour les autres. De retour à la maison, j'ai sorti la grande carte du monde que Bernard avait accrochée dans le bureau il y a des années. Nous avions toujours rêvé de voyager après la retraite, mais sa maladie et sa mort avaient ruiné ses plans. Maintenant, j'ai décidé de réaliser notre rêve seul. J'ai marqué les endroits que je voulais visiter avec des épingles de couleur. Rome avec ses ruines antiques, Paris avec ses cafés chaleureux, Kyoto avec ses temples mystérieux, la Nouvelle-Orléans avec son jazz. Le budget que j'avais précédemment mis de côté pour les cadeaux de Luc et de sa famille pouvait maintenant être dépensé pour ses voyages. Le lendemain de l'envoi de la lettre, le téléphone n'a pas sonné une seule fois. Je savais que c'était le calme avant la tempête, mais j'ai apprécié le silence en planifiant mon premier voyage en Italie au printemps, lorsque les orangers seraient en fleurs. 2 jours plus tard, la tempête a éclaté. Luc est arrivé à l'improviste, frappant à la porte si fort que les voisins ont commencé à regarder par les fenêtres. « Maman !» a-t-il crié. « Je sais que tu es à la maison. Ouvre tout de suite. » Je n'ai pas ouvert. Je suis restée assise dans mon fauteuil avec mon livre comme si de rien n'était. Il est parti 1 heure plus tard, mais il est revenu ce soir-là, cette fois avec Hélène. Ils criaient tous les deux, menaçant d'appeler la police, disant que j'étais folle. J'ai appelé Thibaut, et il est arrivé 15 minutes plus tard. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il parlait calmement à Luc et Hélène, leur montrant des papiers. Luc criait, agitant les bras. Hélène se tenait à côté de lui avec une expression de fureur glaciale sur le visage. Finalement, ils sont montés dans leur voiture et sont partis. « Que leur as-tu dit ?» ai-je demandé en laissant entrer Thibaut. « Que j'ai une ordonnance restrictive leur interdisant de s'approcher de ta maison s'ils continuent comme ça, » a-t-il répondu en enlevant son manteau. C'était un bluff, bien sûr, mais ça a marché. Merci. J'ai serré sa main avec reconnaissance. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est à ça que servent les amis, a-t-il souri. Mais Monique, ils n'abandonneront pas si facilement. Prépare-toi à ce qu'ils essaient d'autres moyens de te joindre. J'ai hoché la tête, réalisant que ce n'était que le début d'un long combat. Mais j'étais prête. Plus de compromis, plus de concessions pour l'illusion du bonheur conjugal. En février, j'ai décidé de m'occuper de la maison, non pas pour la vendre, comme Luc l'avait suggéré il y a quelques années,
mais pour la rendre encore plus confortable pour moi. J'ai engagé une équipe de construction pour réparer le porche et remplacer le vieux toit. J'ai commandé de nouveaux meubles pour le salon et j'ai repeint les murs de la chambre dans la couleur bleu clair que j'avais toujours aimée, mais que Bernard trouvait trop froide. Edith m'a aidé à choisir des tissus pour les nouveaux rideaux et couvre-lits. Nous passions des soirées autour d'une tasse de thé à discuter de motifs et de couleurs comme des adolescentes planifiant la décoration d'une chambre. « Tu as changé, Monique », a remarqué un jour Edith alors que nous regardions des échantillons de papier peint. « Plus libre. » « Je me sens plus libre, ai-je convenu. C'est comme si j'avais perdu le poids que je portais depuis des années. » Et Luc? Est-ce qu'il essaie toujours de te contacter? Il envoie une lettre chaque semaine, ai-je haussé les épaules. Je ne les lis pas. Je les mets juste dans le tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour, quand la douleur se sera calmée, je les regarderai. Et les petits-enfants? A demandé prudemment Edith. Est-ce qu'ils te manquent? Bien sûr qu'ils me manquent, ai-je soupiré. Mais ce ne sont plus des petits-enfants. Amélie aura bientôt 16 ans, Noé 14. Ils peuvent décider eux-mêmes s'ils veulent voir leur grand-mère. En mars, j'ai commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux local. 3 fois par semaine, j'y allais pour promener les chiens, nettoyer les cages et nourrir les chats. Le simple travail physique et l'amour inconditionnel des animaux étaient étrangement satisfaisants. C'est là que j'ai rencontré Perle, une vieille chatte borgne qui avait été abandonnée par ses propriétaires lorsqu'ils ont déménagé dans une autre ville. Perle était grincheuse et méfiante, ne laissant personne la caresser. Mais pour une raison quelconque, elle m'a choisi, sautant sur mes genoux quand je m'asseyais pour me reposer et ronronnant bruyamment. Elle ne s'est jamais comportée comme ça avec personne, s'est émerveillé le directeur du refuge. Elle a dû sentir une âme sœur en vous. En avril, j'ai ramené Perle à la maison. C'était la première fois de ma vie que j'avais un animal de compagnie. Bernard était allergique, et après sa mort, je n'avais pas pensé à cette possibilité. Mais la vieille chatte s'est avérée être la compagne parfaite. Indépendante, mais affectueuse, ne nécessitant pas une attention constante, mais toujours prête à me tenir compagnie pendant les longues soirées. En mai, je suis partie pour mon premier voyage en Italie, comme je l'avais prévu. Pendant 2 semaines, j'ai erré dans les rues étroites de Rome et de Florence. Je me suis assise dans de petits cafés, j'ai goûté à la cuisine locale, j'ai visité des musées et des églises. Le soir, j'écrivais de longues lettres à Edith et à Thibaut, décrivant mes impressions. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je sentais que je n'étais pas la mère de Luc ou la veuve de Bernard, mais simplement Monique Dubois, une femme avec ses propres désirs, ses intérêts et ses projets. Quand je suis rentrée d'Italie, j'ai appris que Luc avait bien essayé de contester le changement de testament devant les tribunaux, affirmant que j'avais été sous la pression de Thibaut. Le tribunal a rejeté la plainte pour manque de preuves. Thibaut me l'a raconté comme une anecdote amusante, mais je pouvais voir qu'il s'inquiétait de ma réaction. C'était prévisible, ai-je dit calmement. Luc n'a jamais été un bon perdant. Ça ne te contrarie pas? A demandé prudemment Thibaut. Bien sûr que si, ai-je soupiré. Mais pas autant que ça aurait pu l'être. Je m'habitue à l'idée que mon fils n'est pas l'homme que je voulais qu'il soit. Pendant l'été, je me suis occupée du jardin, un domaine qui avait toujours été celui de Bernard. Il aimait les roses et les chrysanthèmes, mais j'avais toujours voulu des fleurs sauvages et des herbes. Maintenant, je pouvais réaliser mes idées. Avec l'aide d'un jeune paysagiste, nous avons transformé la rangée soignée de roses en une belle prairie de fleurs sauvages, de lavande et de sauge. Les voisins s'émerveillaient du changement, tant dans le jardin qu'en moi. « Madame Dubois, vous avez l'air plus jeune », a dit Madame Fortin, qui habitait de l'autre côté de la rue. Si énergique. Je fais enfin quelque chose que j'aime, ai-je répondu avec un sourire. En août, j'ai reçu une lettre inattendue d'Amélie, ma petite fille. Une courte note manuscrite sans adresse de retour. Chère mamie, écrivait-elle, j'ai entendu dire que tu avais voyagé en Italie. C'est super. Maman et papa ne savent pas que je t'écris et seraient probablement fâchés s'ils le découvraient. Mais je voulais te dire que tu me manques, ainsi que tes histoires. Peut-être que quand j'irai à l'université et que je vivrai seule, nous pourrons nous voir. Je garde le bracelet que tu m'as donné pour mon anniversaire. Affectueusement, Amélie. J'ai relu la lettre encore et encore, sentant les larmes me monter aux yeux. Tout n'est pas perdu, ai-je pensé. Peut-être pas maintenant, mais un jour, je pourrai de nouveau faire partie de la vie de mes petits-enfants. Pas en tant que grand-mère avec de l'argent, mais simplement en tant que personne qui les aime. À l'automne,
je suis partie en croisière en Méditerranée avec un groupe de retraités de Bellerive. Avant, je n'aurais jamais osé faire une telle chose. Bernard n'aimait pas la mer, et après sa mort, j'avais peur de voyager seule. Mais maintenant, encouragée par le succès du voyage en Italie, je me sentais assez courageuse pour une nouvelle aventure. J'ai rencontré des gens intéressants sur le bateau. Une ancienne enseignante de l'Oregon, un architecte veuf de Chicago, un couple de Toronto qui parcourait le monde depuis 10 ans. Nous jouions aux cartes le soir, faisions des excursions dans les ports, partagions les histoires de nos vies. Aucun d'entre eux ne connaissait mon drame avec Luc et je n'en ai pas parlé. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais juste Monique, pas la pauvre mère dont le fils lui a tourné le dos. En novembre, à mon retour de la croisière, Thibaut m'a invité à dîner. Nous nous étions souvent vus ces derniers mois, que ce soit pour une tasse de thé, dans un café ou dans mon jardin, à discuter de nouvelles variétés d'herbes. Mais cette invitation était spéciale. Thibaut avait réservé une table dans le restaurant le plus cher de Bellerive. « Que fêtons-nous » ai-je demandé lorsque le serveur a apporté le champagne. « Un anniversaire » a répondu Thibaut en levant son verre. « Il y a exactement 1 an, tu as pris une décision qui a changé ta vie. Et je dois dire que ça l'a changé pour le mieux. » J'ai cligné des yeux de surprise. En effet, cela faisait exactement 1 an depuis le jour où j'avais décidé de changer mon testament et d'envoyer à Luc une lettre officielle par l'intermédiaire d'un avocat. 1 an que ma nouvelle vie avait commencé. Au nouveau départ, j'ai levé mon verre. Et aux amis fidèles qui me soutiennent dans les moments difficiles. Après le dîner, Thibaut m'a raccompagné chez moi. Nous sommes restés sur le porche, le même que j'avais fait réparer au printemps, et avons parlé de mes projets pour l'hiver. J'allais aller à la Nouvelle-Orléans pour Noël pour ne pas avoir à passer les fêtes à Bellerive, où chaque coin me rappelait l'humiliation de l'année dernière. Tu sais, Monique, a dit soudain Thibaut en me regardant dans les yeux. Je pourrais t'accompagner si la compagnie ne te dérange pas. Bien sûr, je voyais plus qu'une préoccupation amicale dans son regard. De la chaleur, de l'espoir, peut-être même quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Et à ma grande surprise, j'ai senti mon cœur répondre à cette chaleur. J'en serais ravi, ai-je dit doucement. J'en serais ravi. Il a souri et m'a pris la main doucement. Nous sommes restés comme ça un moment, sans dire un mot, savourant simplement le moment d'intimité et de compréhension. 1 semaine après ce dîner, alors que la première neige recouvrait Bellerive de blanc, j'ai vu Luc au supermarché. Il se tenait devant un rayon de conserves, étudiant les prix, et il ne m'a pas remarqué. J'aurais pu m'éloigner sans être vu, mais j'ai décidé de m'approcher. « Bonjour, Luc » ai-je dit doucement. Il a sursauté et s'est retourné. Son visage a montré de la surprise, puis de la lassitude, et enfin quelque chose comme de la honte. « Maman » a-t-il dit avec incertitude. « Comment vas-tu » ? « Bien, j'ai souri. »« Très bien. Et toi ? Comment vont les enfants ?»« Ils vont bien » a-t-il haussé les épaules. « Amélie va à l'université l'année prochaine. Elle veut étudier l'art. Elle a toujours été douée pour le dessin, ai-je dit. Dis-lui mes félicitations. » Une pause gênante s'est installée entre nous. Je pouvais voir Luc se débattre avec lui-même. La fierté ne le laissait pas s'excuser. Mais quelque chose en lui, peut-être un reste de conscience, ne le laissait pas simplement partir. « J'ai entendu dire que tu avais beaucoup voyagé, » a-t-il finalement dit. « Oui, j'étais en Italie au printemps, en croisière à l'automne, et je vais à la Nouvelle-Orléans pour Noël. »« Seul. »« Avec un ami. » Je n'ai pas pris la peine de préciser que l'ami était Thibaut, et que notre relation avait dépassé la simple amitié. Luc a hoché la tête, se balançant d'un pied sur l'autre. Je pensais que nous pourrions peut-être parler un jour de ce qui s'est passé. Il y a 1 an, ces mots auraient fait battre mon cœur plus vite d'espoir. Mais maintenant, je regardais juste mon fils, l'homme qui m'avait causé tant de douleur, et je ne ressentais qu'un détachement tranquille. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, Luc, ai-je dit doucement. Tout est dit et fait. Je vis ma vie, tu vis la tienne. C'est mieux pour tout le monde. Mais tu es ma mère, a-t-il dit, une note de désespoir dans la voix. On ne peut pas simplement cesser d'être une famille. Nous avons cessé d'être une famille le moment où tu m'as laissé dehors dans le froid la veille de Noël et que tu as crié que je n'étais pas la bienvenue, ai-je dit. Et il n'y avait aucune amertume dans ma voix, juste une constatation de fait. La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang, Luc. C'est le respect mutuel, l'attention, l'amour. Tout ça a disparu depuis longtemps entre nous. Je peux changer, a-t-il dit,
Et j'ai presque pu croire qu'il le pensait. Presque. Les gens ne changent pas, Luc, j'ai secoué la tête. Du moins pas pour cette raison. Tu veux renouer le contact avec moi non pas parce que je te manque ou que tu regrettes tes actions, mais parce que tu espères que je changerai d'avis sur le testament. Son visage s'est contracté, et j'ai réalisé que j'avais touché la cible. Au revoir, Luc. Je me suis retournée pour partir. Je te souhaite le meilleur. Vraiment. Mais nos chemins se sont séparés, et c'est mieux pour nous deux. Je me suis éloignée, sentant son regard sur mon dos, mais je ne me suis pas retournée. Il n'y avait ni amertume ni regret dans mon cœur, juste la certitude tranquille que je faisais ce qu'il fallait. Perle m'attendait à la maison. Elle m'a accueillie à la porte et a sauté dans mes bras, ronronnant bruyamment. J'ai enlevé mon manteau, j'ai préparé du thé et je me suis assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Thibaut devait arriver dans 1 heure. Nous avions prévu de discuter des détails du voyage à la Nouvelle-Orléans. Ensuite, j'allais appeler Edith, qui venait de rentrer de sa visite à sa fille en Australie. Et le refuge pour animaux m'attendait ce week-end. J'avais promis d'aider à organiser une foire de Noël pour collecter des fonds. Ma vie était bien remplie, intéressante, pleine de projets et d'espoir. Je vivais enfin pour moi-même, pas pour les autres. Et c'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire. La rencontre avec Luc au supermarché a prouvé que j'étais vraiment guérie de mes illusions. Ses paroles n'avaient suscité en moi ni espoir ni amertume, juste la prise de conscience tranquille que certaines relations sont mieux laissées dans le passé. Il y a 1 an, je me tenais sur son seuil avec un cadeau coûteux dans les mains, tremblant de froid et d'humiliation. Aujourd'hui, j'étais assise dans ma maison confortable, entourée de choses que j'aimais, avec des projets pour un avenir que j'avais choisi moi-même. Ce fut un long voyage du désespoir à la liberté, de la tentative d'acheter l'amour à la prise de conscience de ma propre valeur. Mais chaque étape de ce voyage valait les épreuves que j'avais traversées. Perle a sauté sur mes genoux et s'est enroulée en boule, ronronnant. La neige tombait dehors, recouvrant le monde d'une couverture blanche. Et il y avait la paix dans mon cœur. Non pas la paix qui vient de faire la paix avec ceux qui vous ont blessé, mais la paix qui vient de faire la paix avec soi-même et son passé. La montre Patek Philippe sur la cheminée tic-taquait, la même que j'avais achetée à Luc pour Noël dernier. J'avais décidé de la garder, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme un symbole de ma libération. Chaque tic-tac égrenait les secondes de ma nouvelle vie, une vie dans laquelle je n'étais plus l'otage des attentes et des exigences des autres. Perle a miaulé doucement, comme si elle était d'accord avec mes pensées. Je lui ai caressé la tête, sentant la fourrure douce sous mes doigts et la chaleur vivante. On l'a fait, n'est-ce pas? Ai-je demandé à la chatte, et elle a cligné de son œil unique comme pour dire « Oui, on l'a fait ». Et c'était la vérité. Je l'avais fait. J'ai survécu à la trahison de mon fils unique, j'ai surmonté la douleur et l'humiliation, et j'ai trouvé la force de commencer une nouvelle vie à 72 ans. Et cette nouvelle vie était bien meilleure que ce que j'aurais pu imaginer. On a sonné à la porte. Thibaut est entré, ponctuel comme toujours. J'ai souri en allant à sa rencontre. Il y avait encore beaucoup de chemin devant moi que je voulais parcourir.